La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche à tout, j'ai le plaisir de recevoir comme premier invité un représentant, un porte-parole du Comité des citoyens d'East Broughton qui va venir nous parler d'un dossier très chaud, un dossier dont on a déjà entendu parler, mais j'aimerais ça qu'on fasse le point sur ce dossier qui s'appelle le dossier Québec Asbestos. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jordan Roy. Bonsoir. Bonsoir. Le dossier Québec Asbestos, là, pour faire une histoire courte, c'est quoi au juste? Ça part d'où, ça? En fait, ça part, c'est en 2011, lors de l'ouragan Irene, il y a eu beaucoup de pluie à East Broughton, un peu partout, là, mais à East Broughton en particulier. Et ces coulées-là, cette accumulation d'eau-là, a fait en sorte qu'il y a eu une problématique sur l'ancien site minier de la mine Québec Asbestos. Et puis, il y a des résidus miniers qui étaient là, qui ont coulé dans les résidences, dans les sous-sols des résidences qui étaient à proximité du site. Géographiquement, veux-tu me situer un petit peu où est le territoire de cette mine-là qui n'existe plus, là, Québec Asbestos, et quelles sont les maisons, les propriétés qui ont été touchées, là? Oui, bien, c'est quand si on va vers Port de Thetford, on emprunte la 112, on s'en va vers East Broughton, c'est à notre gauche, dans le secteur de la station, là. OK. Alors, puis, c'est dans la station, ça? Oui, exactement. C'est ce qu'on appelait avant East Broughton Station. C'est ça, exactement. Donc, à gauche, là. Exact. Et puis là, on voit visuellement, quand on passe là, on voit là, les montagnes de résidus, donc c'est au pied de ça dans les résidences qui sont là. Et l'abondance de pluie a eu pour effet de faire une coulée de boue, de vase, de résidus d'amiante, c'est ça? C'est ça. Mais il n'y avait pas il y a pas rien pour retenir ça ou capter ça? Ou... Il semblerait qu'il y avait un espèce de mécanisme pour l'écoulement des eaux qui était en place, mais que à cause de l'abondance de l'eau, ce mécanisme-là n'a pas été suffisant pour l'écoulement. Fait que il semblerait qu'il y ait quelque chose qui est bouché quelque part puis que l'eau se soit accumulée assez pour déborder du lit du réservoir, puis finalement couler dans les résidences. C'est ce que je comprends. Et entraîner la boue, là. C'est ça. C'est vraiment la boue des résidus qui s'est retrouvée dans les sous-sols des... Et d'où vient... Bon, alors ça, c'est un problème, mais par la suite, là, qu'est-ce qui se passe? Bien, suite à ça, évidemment, là, ça a été un peu... il faut qu'on réagisse rapidement. Les travaux ont dû être entrepris rapidement aussi. Donc, la municipalité a réagi, a fait... appelé des ingénieurs, des gens qui étaient habilités à le faire. Et les travaux ont commencé, mais en cours de route, on s'est vite rendu compte que c'était pas juste de déboucher un trou, de creuser un peu des canaux. Le chantier a pris une ampleur qui n'était absolument pas prévue au départ. Et là, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était pas juste une petite affaire qui relevait de la municipalité. Il y avait... fallait que la MRC s'implique, le gouvernement s'implique, puis c'est devenu assez gros, là. Fait que ça... En bout de ligne, une fois que tout ça a été terminé, ça a été des travaux qui ont coûté 2,7 millions. Mais les travaux, est-ce que ce sont des travaux juste de déblaiement, de réparation, ou ça a été de nettoyage des maisons qui ont été touchées? C'est tout ça ensemble. C'est tout ça ensemble. Oui, exactement. Et ce que le conseil nous dit, ce qu'on croit aussi, c'est que c'est des travaux de restructuration minière qu'on appelle. Donc, c'est vraiment de réparer, nettoyer et réparer et refaire le système au niveau de la mine pour la gestion de ces eaux-là. Oui. Et tu me disais juste avant le début de l'émission que un nouveau coup d'eau, une nouvelle coulée d'eau, c'est pas impossible. Il est possible, effectivement, que si on a quelque chose d'autre comme Irene ou pire qu'Irene, il puisse se repasser la même chose. On ne sait pas exactement là, le futur, qu'est-ce qui nous réserve à ce niveau-là. On n'est pas sûr à 100 que c'est 100 réglé. Mais là, le 2,7 millions de dollars, c'est qui l'a payé, là?
Là, actuellement, c'est là le problème, là, j'imagine. Oui, effectivement. Là, c'est la MRC qui a payé, qui a assumé les frais pour l'instant. Mais... Tu dis pour l'instant. Je retiens ces deux mots-là, c'est important, là. Oui, absolument, parce que c'est la grosse question en jeu actuellement. Qui doit recevoir la facture finale de ces travaux-là? Et les partis ne sont pas d'accord à ce niveau-là. Puis nous, les citoyens d'Isle-Bretonne, on n'est pas propriétaires de ce milieu-là. On n'est pas... c'est pas notre terrain, c'est pas à nous, c'est pas de notre compétence. Ça relève pas du municipal de réorganiser, de réparer tout ça, de l'entretenir. Donc, on dit absolument aucune raison que les citoyens aient à payer cette facture-là. Ils ont déjà assez subi la vase dans les maisons. Ben oui, effectivement. On s'est senti un petit peu, on va dire, étonné de voir qu'il y avait une possibilité qu'on se retrouve avec cette facture-là sur nos comptes de taxes. Mais, bon, c'est ça que je voulais en venir, là. Est-ce que tu es en train de me dire que, en bout de ligne, là, si ça continue comme ça, le 2,7 millions, c'est les citoyens, 2,7 millions de dollars, ce sont les citoyens d'East-Broughton qui vont avoir à l'assumer? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Bien, on espère que non. C'est pour ça que tu es ici, là, comme oui, exactement. le comité, là. On pense que ça n'a pas lieu d'être, mais ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il y avait une possibilité, effectivement, que ça soit la municipalité qui reçoive cette facture-là. Puis on trouve que ça n'a aucun sens. Est-ce que vous autres, vous avez déjà évalué, ou est-ce que le conseil de ville a déjà évalué, là, à partir de ces chiffres, tout ça, la répartition du 2,7 millions de dollars, ça pourrait avoir un impact sur le compte de taxes de combien, à peu près? On pense que ça pourrait être entre 200 et 300 dollars, là, de ce que j'ai compris, sur le compte de taxes des citoyens. Ouais. C'est majeur. Ça fait... ça fait... Et là, c'est pour ça que le comité existe. Ben oui, effectivement. Mais où est le gouvernement? Où se situe le gouvernement dans ça? Bien, le gouvernement a été dans le dossier assez tôt. M. Lessard, dans ces temps-là, a exprimé clairement... Un gars d'East-Broughton, en passant. Ben oui, absolument. Exprimé clairement qu'East-Broughton était la victime dans tout ça et n'avait pas à le payer. Ça a été dit en entrevue, à la radio, un peu partout, ça a été répété. Mais en cours de route, je vous dirais que le gouvernement... on n'a pas vraiment de réponse actuellement, là, d'eux. On ne sait pas exactement où ils se tiennent. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Mais est-ce que le gouvernement fait preuve de prudence parce qu'il y a eu une requête là, qui a été déposée devant les tribunaux, puis là, ça peut être... Bien, en fait, le conseil municipal a demandé un jugement déclaratoire qui appelle pour la responsabilité. Donc, le conseil a dit, moi, je veux un jugement qui dit, c'est la responsabilité de qui ce dossier-là, effectivement, et de là va découler qui va recevoir la facture. Ah évidemment. Oui, OK. Mais étant donné que le gouvernement semble être dans le dossier, là, je vous dirais qu'au point de vue juridique, là, ça me dépasse un peu, mais étant donné que le gouvernement semble être dans le dossier, ce que le gouvernement nous a répondu là, vers la fin de l'hiver et l'automne, ils nous ont dit, nous autres, on ne peut pas toucher à ça. C'est devant la cour, donc on fait rien, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est la réponse qu'on a eue. OK. Parce que vous avez déposé, je pense, à l'automne, une pétition. Oui. À l'Assemblée nationale. Exactement. Donc, pendant l'automne, on a parti une pétition parce que c'était unanime chez les citoyens du Breton. Ils n'acceptaient pas de le payer, cette facture-là. Et on a eu près de 1000 signataires, 890-900 signataires qui disaient non, nous, on ne pense pas que c'est à nous de le payer. Et ça a été déposé, effectivement, à l'Assemblée, en bonne et due forme. La pétition a été déposée là-bas, ça a été fait, là, avant la fin des travaux. Il n'y a pas eu, il n'y a rien eu depuis ce temps-là, là. Non. Là, on est rendu au mois de mars, là. Oui. Est-ce que vous autres, le comité, est-ce que on peut dire que vous vous retrouvez un petit peu dans un cul-de-sac ou c'est quoi que vous avez l'intention de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour éviter que la facture soit refilée à l'ensemble des citoyens d'East-Broughton? On peut rien dire, on ne peut pas vraiment s'avancer, on ne peut pas développer rien dans le dossier tant que le tribunal n'aura pas
rendu sa décision, finalement. Fait que nous, on attend une décision du tribunal. On ne peut rien faire d'autre actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible en développement là, à ce niveau-là? Ou... Je suis pas au courant. Là. Je pense qu'ils se discutent entre eux là, à savoir ils se font un plan de match actuellement là, pour savoir comment ça va se passer, ce jugement-là. Là. Mais au niveau des détails, je ne les connais pas. OK. Mais si je comprends bien, toute la population d'East Broughton, de toute façon, est très mobilisée par rapport à ce dossier-là. Oui. C'est une question de principe. Et puis c'est une question également d'équité. Tu me disais juste un petit peu avant le début de l'émission, il y a des gens des gens âgés qui ont encore leur résidence. Et s'ils se voient imposer un montant additionnel de 200 à 300 $ c'est fini, ils vont vendre? Ben oui, moi j'ai un monsieur qui, on sait comment ça fonctionne. À un moment donné, on compte, tu sais, les revenus baissent. Ce monsieur-là, lui, s'est compté à cent près ses budgets mensuels. Puis lui, il dit, regardez, moi je suis à côté, là, à toutes les semaines, je suis à côté. S'il y a une augmentation de 200 $ sur mon compte de taxes, c'est terminé. Je suis obligé de vendre ma maison, de m'en aller ailleurs, je ne serai plus capable d'arriver. Fait que ça, c'est un exemple concret de ce qui va se passer si les citoyens sont pris avec ça. Et est-ce que ce problème-là, actuellement, là, cette épée là, de 2,7 millions de $ qui vous pond au-dessus de la tête, est-ce que ça peut avoir des incidences négatives sur, je ne sais pas moi, les projets de développement de la municipalité? Je devrais poser ça au maire, là, mais j'imagine que toi, à titre de porte-parole du comité de citoyens, tu es bien placé pour le savoir aussi. Ben oui, puis le maire, je pense que M. Kevin va être très d'accord avec moi là-dessus. Nous, on veut, dans la municipalité, développer la municipalité. On veut des projets, on veut des nouvelles initiatives, des nouvelles industries. Et pour ça, bien évidemment, ça prend des fonds. Puis dans une municipalité qui, actuellement, suite à des investissements qui ont eu lieu par le passé, a déjà un fardeau fiscal qui est assez élevé, si, là, on se ramasse avec cet ajout-là à notre compte de taxes, les citoyens vont en avoir ici. Ils vont être complètement là, à la limite de ce qu'ils peuvent payer. Fait que tout autre projet de développement dans le futur, bien, ça ne passera pas. Donc, le gouvernement nous disait, oui, les régions qui sont qui se relèvent de l'amiante, finalement, là, et qui sont en train de se restructurer puis de s'aider, on va les aider, on va vous aider à vous développer, on va vous donner de l'argent, etc. Bien là, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, on va peut-être être pris avec une facture de 2,7 millions qui va couper toutes les possibilités de développement. En tout cas, Jordan, j'espère que te réinviter, peut-être à l'automne prochain, puis que tu auras des bonnes nouvelles à ce moment-là. Ah, je l'espère aussi. Et vous, chers amis, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour. Nous parlions d'East Broughton dans la première partie. Là, on va changer de secteur de la MRC des Appalaches. Nous allons nous retrouver dans un grand secteur, là. Saint-Daniel, Saint-Praxède, puis même on défonce le territoire et on s'en va jusqu'à Lambton. Parce que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur du Parc national de Frontenac, Éric Lessard. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Pierre. Je vais avoir le plaisir de t'avoir encore pendant 2 autres émissions. Tout à fait. Pour parler du Parc de Frontenac, mais j'aurais quasiment envie qu'on profite là, de cette période-là pour que tu nous fasses un peu l'historique. D'où ça vient, ça, les parcs? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, on dit « Ah, il y a le parc du Montford, il y a le parc Frontenac, puis il y a le parc ci, il y a le parc de Il y en a partout dans le monde. Il y en a tout partout. Mais d'où ça vient? D'où ça part, ça? OK. Es-tu capable de me dire ça, oui, toi? Absolument. En fait, l'origine des parcs nationaux, c'est américain. C'est les Américains qui ont eu, à la base, l'idée de créer les parcs nationaux. Ils n'ont pas tous fait des affaires croches, autrement dit. En fait, il y a même, dans la culture américaine, on dit « the America's best idea ». On dit que l'idée de créer les parcs nationaux, c'est peut-être la meilleure idée que les Américains ont jamais eue. Parce que moi, là, quand j'étais jeune, il y avait Yogi l'ours, oui, et qui était dans le parc Yellowstone. Donc, ça existait déjà.
Bien, d'ailleurs, Yellowstone, c'est justement le premier parc national à avoir été créé dans le monde. Ça remonte à 1872 déjà. Bon, je n'étais pas au monde. C'est d'ailleurs un des parcs nationaux là, les plus célèbres dans le monde. Donc, c'est en 1872 que tout ça a commencé aux États-Unis avec Yellowstone. Et rapidement par la suite, il en est arrivé quelques autres. Là. Sequoia, Yosemite, ça, c'est en 1890. Et quand on parle là, de cette région-là, Yellowstone, Sequoia, tout ça, on est dans le Wyoming, dans le Dakota, l'Arizona, on est plus vers l'ouest. On est plus vers l'ouest. Et pourquoi ça a commencé là? Bien, c'est que dans les années 1800, c'était vraiment le siècle de la découverte puis de l'ouverture sur l'Ouest américain. Les grandes expéditions qui allaient découvrir puis explorer l'Ouest. Et pour la petite histoire, disons que Yellowstone, en fait, ces expéditions-là ont commencé au début des années 1800. En 1806, ce qui est probablement la plus célèbre expédition à l'époque de découverte de l'Ouest américain, c'était l'expédition de Lewis et Clark. Eux sont partis de Saint-Louis au Missouri et ils ont débouché dans ce qui est aujourd'hui la région de Portland en Oregon. Mais ils ont passé juste au nord de Yellowstone, dans le Montana. Ils n'ont pas vraiment vu Yellowstone. Mais c'est ça. Par la suite, il y avait évidemment à l'époque les trappeurs, les hommes des montagnes, les coureurs des bois qui allaient beaucoup dans ces régions-là. Et eux ramenaient toujours à Saint-Louis, qui était beaucoup un de leurs ports d'attache, ils ramenaient beaucoup à Saint-Louis des récits d'un espèce de pays mystérieux qu'ils avaient vu dans leur périple, où il y avait des geysers, des sources d'eau sulfureuse, des arbres qui étaient pétrifiés, toutes sortes d'affaires assez bizarres. Et ça suscitait beaucoup la curiosité d'un côté, mais d'un autre côté, les trappeurs à l'époque n'avaient pas toujours bonne réputation, donc on accordait plus ou moins de sérieux des fois à ce qu'ils rapportaient. Mais ce qui a vraiment amené Yellowstone, c'est plus tard, en 1871. Là, il y a eu une autre expédition qui, celle-là, a été financée par le gouvernement américain. Un géologue, c'est un monsieur Hayden, qui, lui, s'est vraiment rendu à Yellowstone et il a rapporté des photographies et des illustrations qui étaient fabuleuses, là, les images qu'il a ramenées. Et ça l'a incité le Congrès américain, c'était le président Ulysses Grant à l'époque, a créé en 1872 le Parc national de Yellowstone. Mais quand tu parles que ça a incité à créer le parc, est-ce que c'était pour protéger ce qu'il y avait là? Est-ce que c'est un parc, c'est pour protéger? Bien, oui, une de ses missions? À la base, c'était beaucoup ça. Puis ce qui arrive aussi, c'est que c'était des nouveaux territoires. Dans la tête de l'homme blanc, ces territoires-là n'appartenaient pas à personne. C'est sûr que rétrospectivement, on dit que les Amérindiens étaient là depuis longtemps, puis on leur a volé leurs terres, mais dans la tête de l'homme blanc, c'était des terres qui n'appartenaient pas à personne. Et ces parcs-là ont beaucoup été créés à l'époque parce que quand ils ont été découverts, quand on a vu qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant, là, il s'est mis à arriver plein de monde qui voulait partir toutes sortes d'affaires, puis faire du commerce, puis tout ça. Oui. Et là, il y avait le risque de voir se dégrader ces paysages-là qui étaient magnifiques. Et c'est à la base beaucoup pour ça, pour empêcher une espèce de développement anarchique. OK. Puis de venir altérer pour toujours ces magnifiques paysages-là. C'est pour ça. Donc, ça a parti aux États-Unis. Puis ensuite, ça a décalé leur monde. Là, tu as parlé de Yellowstone, 1872, avec Yogi. Oui. Hein? Il ne faut pas l'oublier. Et au Canada, ça a suivi... Au Canada, ça a suivi quand même assez rapidement. J'ai mes petites feuilles là, pour mes dates. C'est ça. Au Canada, pendant ce temps-là, dans ces années-là, il y avait la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique qui se faisait, qui avait débuté en 1881. Et en 1883, il y a des travailleurs du Canadien Pacifique qui travaillaient à la construction du chemin de fer qui sont tombés sur, encore là, des sources thermales, là, des sources d'eau chaude là, dans les Rocheuses. Et encore là, pour une question qu'on ne savait pas trop c'était à qui ça appartenait, ces affaires-là, il y avait un litige. Le gouvernement a tranché en disant, bon, ben garde, on va régler ça. Nous autres, on va en faire une réserve. Donc, ils ont créé une réserve qui s'appelait le Banff Hot Springs Reserve, qui, tu as compris, est devenu l'ancêtre, qui est en fait l'ancêtre du parc national de Banff. Donc, le Canada n'a pas créé le premier parc, c'est américain. Par contre, là où on est les premiers, si on veut voir l'histoire des parcs, c'est dans la création d'une agence gouvernementale qui a le mandat de gérer les parcs. Ça, le Canada... Sur le plan national. Dans le monde, au plan national, le Canada est le premier pays à s'être doté
d'une agence gouvernementale qui a un mandat exclusivement de s'occuper de créer puis de gérer des parcs nationaux. Ça s'est fait en 1911, ça s'appelait la Direction des parcs du Dominion. C'est devenu Parc Canada par la suite. Et ça s'est donc fait 5 ans avant la création du fameux National Park Service américain, là, qui est la référence mondiale au niveau de la gestion des parcs. Donc, on a été précurseurs là-dedans au Canada. Donc, le tout premier, c'est en 1872 à Yellowstone. Yes. Le premier au Canada, c'est 13 ans plus tard, en 1885. 85 à Banff. Parce que là, Francine vient de me faire signe là, que le temps fuit. Oui. Au Canada, actuellement, il y en a combien? Es-tu capable de me dire ça, toi? Ou... Oh, je peux pas te dire au Canada. Au Québec, au Québec? Ouais, au Québec, on est rendu à 20... Une vingtaine? Oui, autour de 25. Là. OK. La plupart au sud, mais plus petits. Et il y en a de plus en plus dans le nord du Québec qui sont sur des territoires qui sont plus vastes. Et moi, là, comme journaliste qui est en fonction depuis plus de 40 ans, moi, je me souviens, au début des années 1970, d'avoir assisté à une conférence de presse donnée par le ministre, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Non, au début des années 70, c'était M. Loubier, qui était venu annoncer à Disraeli la création d'un parc. Ouais. Mais le parc, là, il a été fondé, il a été créé quand? Officiellement... Ici, là, on parle de Frontenac. Oui, là. Officiellement, c'est en 1987 qu'on a créé le Parc national de Frontenac, et c'est le ministre Chevrette qui était venu à l'époque, hélicoptère, en passant. Oui, bon, bien, il y a eu le ministre pilote aussi, là, du gouvernement libéral qui était là avant. C'est moi, possible. Je me souviens. J'ai vécu ça, moi, là, comme journaliste, la création du Parc de Frontenac. Donc, c'est en 87, et peut-être quelque chose qui est intéressant de mentionner, c'est qu'à l'époque, la loi sur les parcs datait de 1977. Et dans cette loi-là, le gouvernement avait prévu 2 catégories de parcs. Il y avait ce qu'on appelait des parcs de récréation et des parcs de conservation. Et je pense qu'on a les deux, nous, ici. Hein? Bien, en fait, à l'époque, mais ça a changé depuis. Ah, bon, okay. Mais à l'époque, les parcs de récréation avaient comme priorité les activités de plein air. Okay? Alors que les parcs de conservation, c'était vraiment davantage axé sur la conservation de la nature. Et dans le cas du parc de Frontenac, à l'époque, c'était un parc de récréation, prioritairement. Mais la loi a été changée en 2001, et là, on a complètement refait la loi, et on a éliminé cette distinction-là. Et là, on a introduit la notion de parc national. Et là, tous les parcs maintenant du réseau Parc Québec sont des parcs nationaux. Et ça, c'est venu accorder une prépondérance à la conservation, qui est le premier volet de notre mission, mais aussi... on a dans notre mission de mettre en valeur ce territoire-là et de le rendre accessible à la population. Donc, c'est un peu le défi quotidien qu'on a, toute l'équipe du parc, de gérer le parc en s'assurant qu'on préserve, qu'on conserve cette merveilleuse nature-là qu'on a dans la région, mais il faut aussi rendre le tout accessible aux gens. Oui. Mais au niveau de la conservation, à ta prochaine visite, on élaborera davantage sur ça. On ira dans le plus concret pour le Parc national de Frontenac. Qu'est-ce qui se fait là, au niveau de la conservation? J'imagine que la fameuse tourbière, comment réticulée qu'on dit? Là? Tout à fait. Ça va faire partie de ça. Absolument. Là, je fouille dans mes mémoires. On a toutes sortes de beaux projets. Il y a de la recherche qui se fait dans le parc. Il y a plein de choses intéressantes qu'on aura la chance Mais Éric, toi, tu es en charge du Parc de Frontenac depuis combien d'années? Moi, je suis arrivé en 2004. En 2004? Comme directeur du parc, oui. Déjà, ça passe vite. Juste avant le début de l'émission, on en parlait, là, puis on trouvait ça drôle. Mais moi, je me souviens, en 2003, lors des Jeux du Québec, la finale provinciale qui s'était déroulée dans la région, on avait le fameux journal. Oui, et on avait travaillé ensemble là-dessus. Tu étais un de nos journalistes. Et tu nous avais pondu plusieurs textes sur le Parc de Frontenac. Donc, ton intérêt pour le Parc de Frontenac, là, il ne date pas, c'est pas accidentel, ça, là. Ah, absolument pas. Moi, depuis que je suis tout jeune avec mes parents, on a toujours été à la pêche, la chasse, fait du camping, tout ça. J'ai vraiment ce besoin-là là, d'être dans la nature. Puis, un des objectifs qu'on se donne, pas juste à Frontenac, mais dans tout le réseau, là, c'est nos jeunes aujourd'hui, d'essayer de les reconnecter avec la nature, parce qu'on s'aperçoit, il y a malheureusement de plus en plus de jeunes qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des contacts privilégiés comme ça avec la nature. Et quand on vient au parc, écoute, on voit des animaux, on voit toutes sortes de choses, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et surtout ici, dans notre région, quand on dit à des gens,
Bien, si tu veux aller au parc de Frontenac, à 15 minutes d'ici, on est rendu, là. Tu sais, tu t'en vas à Saint-Daniel, là, c'est pas loin d'ici, là. Puis on aura l'occasion d'en discuter aussi dans les autres émissions, mais au niveau des activités, il y a tellement de choses à faire, de la randonnée pédestre, du vélo, du canot, du pédalo. Du camping. Du camping. On a des chalets en location. La baignade. La baignade. On aura l'occasion de regarder tout ça. En tout cas, je sais que ça va être intéressant parce que moi, j'ai vécu toutes les étapes du parc de Frontenac et les déceptions à un moment donné parce qu'il y avait eu des annonces. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais là, il y a eu des années difficiles et je pense qu'une des choses qui a marqué un point tournant, c'est vraiment en 1999, quand le gouvernement a pris la décision, au lieu de laisser entièrement la responsabilité de la gestion du parc à un ministère, ils ont confié ça à la CEPAC, à la Société des établissements de plein air du Québec, qui est une société d'État, un peu comme la SAQ, exemple. Oui. Et la CEPAC, depuis 1999, gère le réseau des parcs et on est arrivé vraiment avec un plan d'affaires qui prévoyait en 2 phases vraiment une relance du réseau. Et à partir de 1999-2001, là, on a senti vraiment renaître l'intérêt de la population pour les parcs. Et aujourd'hui, on est tout près du 4 millions de jours visites par année là, dans l'ensemble du réseau au Québec. Ah, c'est merveilleux. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler au début d'avril, je pense, là, que tu es cédulé déjà. Oui, c'est déjà booké. Déjà inscrit ton nom là, pour 2 autres émissions, puis ça va me faire plaisir qu'on parle du parc de Frontenac d'une façon plus approfondie. Alors, merci beaucoup, Éric. Merci, Pierre. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.